Radio Feu Geek présente l'émission Fiction. Amis du jour, bonjour et bienvenue sur Radio Feu Geek pour une émission spéciale sur Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Voilà, la tant attendue émission depuis le temps qu'on vous en parle. Je suis accompagné de Jean-Baptiste, d'Étienne, bonjour à tous, et de Florent. Bonjour. Alors, nous vous proposons dans un premier temps de vous donner plus ou moins à chaud notre avis sur le film sans spoiler, bien sûr. De revenir aussi un petit peu, voilà, comme le film est sorti il y a un petit peu plus d'une semaine, un petit peu sur l'actualité du film, enfin en tout cas sur les critiques sur internet qui ont, auprès des sites spécialisés, été, on va dire, finalement assez déçus et assez virulentes, et on voulait revenir un petit peu dessus, notamment avec Florent, puisque on ne comprend pas cette espèce d'acharnement sur ce film-là en particulier. C'est plutôt une critique finalement de l'univers Marvel. Et puis ensuite, on rentrera dans une deuxième partie sur vraiment le film plus en détail. Et voilà, là on spoilera à mort. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, il faudra arrêter de nous écouter à ce moment-là. Messieurs, votre avis sur le film? Eh bien, nous allons continuer, nous allons garder le même tour de table. Jean-Baptiste, tu as la lourde tâche de donner le premier avis de l'équipe Radio Feu Geek. Alors, au nom de l'équipe, je pense qu'on peut dire que ce film était bien apprécié autour de cette table, plutôt agréablement. On n'a pas vu les bandes annonces, on ne s'est pas spoilé plus que ça. Enfin, on a vu une ou deux bandes. Non, on a vu une bande annonce, moi j'en ai vu une, je crois pas que vous ayez vu plus. J'en ai vu aucune. La première uniquement. La première, et Thomas, je crois que tu n'en avais pas vu du tout. Ça marche pas. Ça ne marche pas, je change de micro parce que nous avons un problème technique. Voilà, donc j'ai le micro de Thomas qui du coup ne pourra pas parler, heureusement, les gars on se fait ça entre nous. Donc je disais que Thomas n'avait pas vu de bande-annonce de ce film et du coup je pense que comme tout le monde, moi j'étais agréablement pas agréablement surpris, mais c'était ce à quoi je m'attendais et j'ai pas été déçu, j'ai bien rigolé, voilà, tellement qu'il y a des moments j'ai manqué des répliques et voilà, j'en ai un bon avis quoi. Je ne veux pas en ajouter plus, on n'a pas le droit de spoiler. Donc moi aussi je partage un peu cet avis, moi j'ai bien apprécié le film, mais bon, le truc c'est, je pense aussi, bon on en discutera peut-être un peu après, le fait de voir des bandes annonces, déjà ça spoil déjà un peu certaines parties, ça met en avant certaines situations qui sont pas forcément... qui peuvent orienter, on va dire, un peu le spectateur sur ce qui va se passer, ou même balancer quelques vannes également. Donc il y a l'effet de surprise qui est moindre. Donc je pense que quand on n'y va pas, voilà, enfin qu'on voit pas les bandes annonces, ça permet d'y aller sans préavis, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un débat qu'on avait un petit peu avant de tourner l'émission. De plus en plus maintenant, c'est vrai que pour les grosses productions, Marvel entre autres, mais les films en général, la promotion du film est vraiment, on a une profusion de bandes annonces quasiment pendant un an, la toute première bande annonce jusque quasiment une qu'on a une semaine ou deux avant la sortie du film, et ça peut quand même énormément vous gâcher de la surprise sur tout un tas de détails, surtout que c'est vrai que dans la bande-annonce ils ont tendance à mettre les meilleurs traits d'humour, les meilleures scènes d'action, enfin les moments un peu cruciaux du film, et c'est vrai que si vous en avez vu une généralement, et la première ça va encore, mais si vous avez suivi toute la promotion du film, eh bien c'est vrai que généralement ça peut vous gâcher l'expérience de cinéma. Donc voilà, j'ai bien apprécié, voilà. Donc à ton tour, Florent. Pour ce qui est de mon tour justement, donc tu le disais tout à l'heure, j'ai vu la première bande-annonce. J'ai vu la première bande-annonce et je me suis volontairement arrêté là pour pas me spoiler davantage. La première bande-annonce, je crois, c'était celle qui était centrée sur Rocket et le petit Groot. Et le tout petit Groot, donc c'était juste un moment d'humour comme ça tiré du film. Donc c'était plutôt rigolo, sympa, ça donnait le ton général du film.
tout en n'en disant pas trop sur l'intrigue et tout ça, donc c'était l'idéal. Et je me suis volontairement arrêté là et j'ai pas voulu regarder d'autres bandes annonces pour pas me spoiler effectivement le reste du film. Et c'est vrai que quand on réfléchit au nombre de bandes annonces, de teasers, de spots TV, de différents qui existent, c'est vrai que si par le travail, si par la passion, on est amené à tous les regarder. Si on est amené à tous les regarder, c'est vrai qu'on est vite en mesure de donner les grands points du film, de dire qu'on a presque quasiment vu tout le film. Alors c'est dommage pour un film qui dure 2h30 quand même, mais c'est vrai que voilà, si on regarde tout, on est très vite malheureusement spoilé et blasé quand on va voir le film. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment préservé. J'ai regardé vraiment que la première bande-annonce et après j'ai pas voulu me tenir au courant de l'actualité de James Gunn sur Twitter ou de me tenir au courant des différents teasers ou spots TV, tout ça. Voilà, j'ai pas voulu en savoir plus. Oui, parce qu'on peut préciser que le réalisateur, donc James Gunn, est très bavard sur son compte Twitter et a révélé de nombreux éléments de l'intrigue ou des personnages, notamment des nouveaux personnages. Donc voilà, pouvant gâcher énormément la surprise, enfin encore plus que la promotion du film, on va dire classique elle-même. Voilà. Pour ce qui est de mon avis, du coup, je suis ressorti du film en ayant vraiment bien apprécié. C'est peut-être le film Marvel Studios à ce jour dans lequel je me suis le plus marré, duquel je me suis le plus moqué ou amusé. Voilà, c'était vraiment excellent. Les passages d'humour sont des fois un peu lourdingues, mais ça, on en a besoin aussi, des fois d'humour un peu lourdingue, d'humour un peu balourd comme ça. Voilà, les blagues de Drax par exemple, ou les blagues de situation. Des fois, voilà, il y en a besoin pour s'amuser parce que c'est. Oui, c'est vrai que c'est un humour un peu parfois pipi caca, voilà. Et c'est pas toujours très fin. C'est vrai. Voilà, mais en même temps, c'est une forme d'humour assez intéressante, assez sympa. Oui. Et puis c'est la touche du film, quoi. Voilà, et à l'intérieur, il y a de l'humour quand même un peu plus fin, oui. À l'intérieur du film quand même, et très référencé. Beaucoup de comics de situation, de situation aussi, c'est très très sympa ça. J'ai trouvé aussi d'autodérision. Par rapport à le film ne se prend pas au sérieux, quoi. Voilà, le film ne se prend pas trop au sérieux. Pas mal d'autodérision sur les films de science-fiction, sur les films de comics en général, tout ça, les adaptations cinématographiques qu'on a depuis quelques années. Quelques clins d'œil aussi. Quelques beaux clins d'œil et tout ça. Et puis, j'ai trouvé que les personnages jouaient bien. On retrouvait avec plaisir la première bande des Gardiens. On retrouvait avec plaisir ceux qui vont s'ajouter au groupe des Gardiens de la Galaxie qu'on a connu dans le premier film. Donc on retrouve d'anciens personnages, on en côtoie de nouveaux, etc. Voilà, c'était sympa. La dimension cosmique de l'univers Marvel au cinéma s'étend un peu plus. On découvre les souverains, on découvre d'autres peuples et d'autres planètes encore et d'autres factions qui existent dans l'univers cosmique. Donc l'univers Marvel ne fait que s'agrandir avec ce deuxième film et beaucoup s'agrandir. Après, voilà, c'était vraiment sympa. Le rôle de Kurt Russell, je trouvais était vraiment cool. C'était vraiment le mec cool du film jusqu'à un certain point. On va en parler plus tard. Après, voilà, je savais absolument pas, comme je m'étais pas spoilé, je savais absolument pas que Stallone jouait dedans. Quand j'ai vu au générique qu'il était crédité, voilà, juste après Kurt Russell, il y avait Kurt Russell and Sylvester Stallone. J'étais comme un gosse, je fais on va voir Stallone dans Le Gardien de la Galaxie, c'est génial et tout. Je m'attendais à ce que ce soit un méchant ou voilà. Finalement, il a un rôle vachement sympa. Tu nous diras, Thomas, toi plus tard d'où il vient exactement. D'où il vient exactement ce personnage. C'est pas un personnage que James Gunn a inventé. Il a vraiment c'est une référence au comics. Voilà, il a une vraie légitimité à être là. Après voilà, j'ai vraiment aimé les caméos Stan Lee, voilà, c'était sympa le caméo Stan Lee, ça agrandit encore un peu plus l'univers cosmique parce qu'on voit des personnages qu'on n'était pas censé voir jusque là. On revoit Howard the Duck une petite fois, voilà, enfin c'était vraiment tout était bien pensé, pour faire plein de clins d'œil au premier film, pour s'en détacher aussi par certains aspects, pour avoir son propre son propre écriture, son propre style, et voilà, et en même temps faire des références assez marquées au reste de l'univers Marvel Studios. Et voilà, moi ça m'a vraiment plu, et j'étais il est en train de dessiner une bite avec son fil de micro. Voilà, Étienne, pour ne pas le nommer. Donc, mais c'est bien, on est dans la thématique, je veux dire, on est dans le même genre d'humour.
Oui. Donc voilà, j'étais très agréablement surpris par ce film. J'y allais en pensant que ça durerait. Je savais pas que ça durerait aussi longtemps quand j'y suis allé déjà. Ouais. J'y suis allé en pensant que ça durerait 1h30, 2h, et je savais pas que ça durait 2h30. Ah, c'est 2h13 exactement. Voilà. Je savais pas que ça durait aussi longtemps, donc ça m'a surpris, mais ça m'a pas déçu. Au contraire, je me suis dit génial, j'en ai encore plus que ce que je pensais. Donc c'est génial et voilà, donc j'ai bien apprécié le film, j'ai bien apprécié l'ambiance de la séance, les gens étaient cool, les gens étaient plutôt calmes, plutôt cool, respectueux du film. C'est très dur dans de nos jours, de plus en plus, les gens sont un peu, ont un peu perdu le côté respect d'une salle de cinéma. Ça dépend où on va voir le film, effectivement, mais bon, là où je suis allé voir l'avant-première, du coup, c'était plutôt calme, c'était plutôt respectueux, calme et tout ça, donc c'était sympa. Il y avait une vraie communion dans la salle. Voilà, c'est ça. Après, bon, je sais qu'il y a d'autres cinémas où malheureusement il y a le public qui n'est pas très attentif ou qui n'est pas très porté sur le film. Ce qui peut gâcher aussi. Ce qui peut gâcher l'expérience de cinéma. Après, ça dépend de là où vous allez voir. Bon, ça c'est une parenthèse que je fais. C'est juste pour dire que si on va le voir et qu'en plus on est dans de bonnes dispositions à la fois morales et physiques, on est dans de bonnes dispositions. On ne peut que profiter du film, à mon avis. Il ne faut pas chercher à aller le voir en essayant de le démonter. Ce qu'on va voir tout à l'heure, justement, en reparlant davantage. Ce que certains de nos collègues ou confrères radiophoniques sur internet, youtubeurs ou podcasters ont fait visiblement dans l'intention de trouver le plus de défauts possible au film, alors c'est quand même une tendance générale, donc c'est vrai que ça nous pose quand même des questions, parce que c'est à se demander si on a vu le même film. Exactement. Donc voilà, pour résumer ma pensée, voilà, j'ai vraiment aimé le film, j'ai vraiment aimé les passages d'humour, les scènes d'action, les effets spéciaux, tout était vraiment génial. Voilà, il n'y a pas de... J'ai pas eu de mauvais points à redire, peut-être quelques longueurs par-ci par-là, comme on en discutait avant l'émission. Il y a quelques passages d'humour qui durent peut-être un poil trop longtemps pour c'est pour le commun du public. Après, moi je trouve que plus on en a, mieux c'est, donc c'était vraiment sympa. C'est toujours un difficile, je dirais, équilibre de doser pratiquement l'humour, voilà, de doser précisément l'humour, mais après voilà, j'ai trouvé que, pour ma part, j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience très sympa et j'aimerais bien que certains autres films Marvel Studios s'en inspirent un petit peu de cette formule pour redevenir un peu plus fun, pour arrêter cette lourdeur qu'on a dans certains films et redevenir un peu plus fun, parce que l'univers Marvel Studios, c'est du fun avant tout au cinéma. Là où chez DC on a une certaine lourdeur, mais qui est là parce que c'est normal, c'est le ton général des personnages, gravité. Et la gravité des choses, c'est le ton général des films DC Comics, des films Warner, c'est plutôt comme ça qu'ils ont axé leur adaptation comics. Chez Marvel Studios, on l'a vu quand même dès le premier Iron Man. Sûrement revenir un peu là-dessus. Sur Marvel Studios, on l'a vu dès le premier Iron Man quand même, c'est beaucoup plus axé sur le fun, sur les comics de situation, tout ça. Et là-dessus, je trouve que James Gunn, il rend une copie très acceptable avec ce deuxième film. Tout à fait. Je pense que nous sommes à peu près tous, finalement tous d'accord. Hein. Bon deuxième film, bonne suite. À la fois digne héritière de la première. Alors bien sûr, on a plus l'effet de surprise. Maintenant, on connaît bien. On connaît bien les. Comme l'univers s'agrandit, on a des bonnes surprises quand même dans ce deuxième film. Oui, bien sûr, mais je veux dire, maintenant on connaît les personnages, tout est bien établi. On n'a plus l'effet de surprise dans le sens, ce n'est plus un univers qu'on découvre, c'est un univers qui se prolonge. Donc oui, c'est une bonne suite, mais non, on n'a plus le même affect. Oui. Mais comme tu l'as très bien dit, enfin comme vous l'avez tous très bien dit, aussi on prend beaucoup de plaisir justement à retrouver les personnages. Donc voilà, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je trouve qu'on rit même beaucoup plus que dans le premier. Voilà. Après, c'est un film beaucoup plus potache à la fois, avec énormément d'humour, qu'on peut reprocher à certains films Marvel, mais qui collent bien à l'univers des Gardiens de la Galaxie, c'est-à-dire les Gardiens de la Galaxie ne sont pas à prendre au premier degré, et c'est peut-être le film le plus cartoonesque aussi de l'univers Marvel, et ça lui sied à merveille. Aussi, donc voilà, je trouve, enfin pour moi ça reste vraiment le haut du panier de ce que fait le Marvel, parce qu'il y a une vraie direction artistique. Tu l'as dit au niveau visuel, mais on n'a pas trop parlé aussi des décors. Et il y a vraiment l'affiche, c'est disco à mort, c'est super joli. Il y a
C'était déjà le cas dans le premier. Oui, mais là, l'affiche du 2, elle explose de couleurs, littéralement. Elle est pleine de couleurs, de flashs, de trucs sympas. Voilà, après, on reviendra peut-être. C'est vraiment disco à fond, quoi. On reviendra peut-être dessus plus dans la deuxième partie, puisque là, comme on rentrera dans les détails, on sera peut-être amené à spoiler. Donc voilà, visuellement déjà, un film qui a un cachet, puis surtout une réalisation qui, enfin, merci. Est une réalisation, quoi. C'est pas un truc passe-partout fait par un mec qui vient de la télévision et qui sait juste tenir une caméra mais qui est incapable de vous composer un plan. Là on a une vraie réflexion, on a vraiment des plans chouettes, en plus de toutes les idées que peut avoir le film. Alors certains reprocheront peut-être que ce soit un peu une succession de scènes voire de sketchs, mais ça marche plutôt bien, et il y a une vraie structure différente du premier film. On fait évoluer en plus les personnages. Ça va nous permettre de rebondir aussi sur ce dont vous parlez en préambule. Le fait est que le film a été énormément critiqué. Ce qui revenait beaucoup, c'est que il y a trop d'humour. Le film est long, beaucoup trop long. Le film est vide. Il n'y a pas de scénario. Et là, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Le scénario est simple, oui. Très intimiste, puisque finalement on s'intéresse au personnage et plus particulièrement donc au père de Star-Lord, et ça développe là-dessus. Et c'est vrai que je pense que ce qui a gêné beaucoup de personnes, c'est le fait qu'on voit, c'était un peu le cas plus le cas dans le premier. Dans le premier, ça impliquait des peuples, des planètes, des races extraterrestres. Là, finalement, on retrouve un peu les mêmes personnages. On a juste le peuple des souverains, on va dire, avec qui donc l'équipe des gardiens va très rapidement rentrer en conflit avec. C'est un des éléments moteurs du film, avec ce qui se passe par rapport au père de Star-Lord, donc Peter Quill, et comment dire, en fait le film fonctionne beaucoup sous la forme de duo, donc avec chaque personnage va avoir un autre personnage avec qui il interagit pendant une bonne partie du film. On aura l'occasion aussi d'y revenir un peu plus en détail après, et donc on peut dire que tous les duos marchent bien dans l'ensemble, et c'est ce qui permet de faire évoluer les personnages. Donc voilà, de dire qu'il se passe rien, qu'on s'ennuie, alors que le film est... Alors voilà, on peut faire une overdose au niveau des blagues et trouver ça un peu vain ou véhément, mais c'est quand même oublier le ton du film, quoi. Je veux dire, c'est comme si on reprochait à Batman vs Superman, et c'est un peu aussi un procès qu'on lui a fait, d'être trop sérieux. Je veux dire, c'est le ton du film. On peut pas non plus... peut-être que parmi notamment, puisqu'apparemment le grand public est plutôt, les critiques et les avis sur internet sont plutôt bonnes, mais c'est vrai que d'une part, on va dire de la comicosphère, de tous les fans de cinéma, de films Marvel et de comics, on lui a fait ce procès d'intention de dire ils se sont complètement plantés, vraiment. Donc peut-être que les gens en attendaient trop aussi, parce que le film avait été une très bonne surprise, et du coup on s'en fait tout un fantasme de se dire c'est le Star Wars de l'univers Marvel, donc on a un space opéra, et le fait est que là on rentre dans quelque chose de plus intime, et finalement on voit pas des tonnes de lieux différents, c'est vrai. On reste centré sur alors il y a quand même énormément de personnages, mais du coup ça permet justement de les développer plus ou moins, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans quelque chose d'intergalactique en termes d'événements. Et du coup je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus parce qu'ils s'attendaient peut-être à quelque chose de différent, et je trouve que c'est ça l'intelligence du film, c'est que James Gunn a un peu pris tout le monde à contre-pied. Moi je sais que j'attendais beaucoup du film, mais en même temps comme vous, j'en avais rien vu, donc c'est bien, parce que ça m'a permis, justement, je me suis pas fait une idée du film par rapport à des images que j'aurais pu voir en bande-annonce, me dire il va se passer ci ou il va se passer ça, on va voir tel personnage, il y a tel nouveau personnage, etc. Moi, les Gardiens de la Galaxie, le premier, j'ai vraiment découvert l'univers et énormément apprécié. Depuis, j'ai eu l'occasion de lire les comics, donc notamment tout le run de Dan Abnett et Andy Lanning, qui a donc servi de matrice au premier film, et dans une moindre mesure à ce second, mais on verra aussi que c'est vrai que maintenant James Gunn s'est vraiment affranchi des comics, et fait son propre
version en fait des Gardiens de la Galaxie en film. Donc c'est fait suffisamment de manière intelligente pour avoir plein de clins d'œil pour les fans, mais ensuite de partir dans une direction totalement différente et du coup de satisfaire, on va dire, tout le monde, le grand public et les fans et les connaisseurs. Donc voilà, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Florent, par rapport à ces critiques qu'on a trouvé un peu, si ce n'est injuste, un peu à côté de la plaque, quoi. Ça dépend desquels. Il y en a certains qui ont justifié leur avis et on peut les comprendre. On peut comprendre leur point de vue. Je suis d'accord. On peut comprendre leur point de vue. Je pense à quelqu'un dont on prend souvent les références ici sur Radio Fogix, c'est Thomas Rivière. On prend souvent des références venant de lui parce que globalement on est assez du même avis que lui sur pas mal de choses. On lit globalement les mêmes choses en plus et tout, donc c'est plutôt pas mal. Lui il a eu un avis beaucoup plus tranché, beaucoup plus négatif sur le film, mais il a expliqué pourquoi et en détail, et ça se comprend. On comprend son point de vue même si on le partage pas. Oui. Après, on a d'autres. Oui, c'est vraiment une question de perception en fait du film. On a d'autres confrères podcasteurs sur le net, sur YouTube, qui ont expliqué pas leur dégoût, je veux pas dire dégoût, c'est trop fort, mais leur déception de ce film. Mais plutôt en jouant sur la vague du contre-courant pour donner un genre ou pour avoir l'air cool en disant vous avez aimé, moi non, et voilà pourquoi. Moi c'est surtout ce que j'ai à leur reprocher, c'est qu'en fait ils font comme procès d'intention de dire encore un énième Marvel, encore la même formule, etc. Donc effectivement ce dont on s'est déjà plaint nous-mêmes beaucoup depuis longtemps, c'est-à-dire on a une espèce de série télé ou de serial comme les comics, et vous avez une histoire qui s'intercale dans une histoire beaucoup plus grande et qui est feuilletonnante, alors que finalement les Gardiens de la Galaxie se suffisent en eux-mêmes. Encore une fois, j'étais agréablement surpris. C'est à la fois un film qui se suffit en lui-même et relativement indépendant malgré les clins d'œil au reste de l'univers Marvel. Ça va pas le rester longtemps, puisque pour le prochain film des Avengers, ils vont rejoindre leurs collègues terriens, on va dire, leurs homologues terriens, mais pour l'instant ça se suffit en lui-même, et j'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut reprocher à ce film qui, je le répète, lui a une réalisation, a une touche, vraiment un style artistique défini, je veux dire, avec ses couleurs pop, tu l'as très bien dit tout à l'heure, Florent, qui se ressentent dans les décors, qui soient digitalisés ou des vrais décors en dur, puisqu'on a en plus des décors en dur, et donc ça c'est aussi appréciable. Et la tonalité du film qui est vraiment portée sur l'humour et même le second degré, et puis un humour plus ou moins gras, dirons-nous, mais c'est le ton et le style du film, et on peut pas lui reprocher, et c'est justement, je trouve, au contraire, pour moi, encore une fois, les Gardiens, c'est vraiment l'antithèse du reste de l'univers Marvel et des films Marvel, quoi. Donc reprocher à ce film-là qu'il soit comme les autres, et tous les défauts qu'on peut incomber aux autres, j'ai vraiment du mal à comprendre. Là, c'est au-delà de la perception des goûts et les couleurs, quoi. Là, c'est vraiment une position qui est vraiment incompréhensible. Okay. Donc je pense qu'on peut passer à la partie spoiler rapidement. Eh bien allons-y. C'est parti les enfants. On peut parler peut-être de nos passages préférés dans le film. Donc n'écoutez plus à partir de ce moment-là si vous n'avez pas encore vu le film. N'écoutez plus à partir de ce moment-là si vous n'avez pas encore vu le film. Et on va parler peut-être de nos scènes préférées, de nos scènes, celles qui nous ont le plus marqué dans le film pour diverses raisons. Donc voilà, donc on commence avec toi, Étienne. Avec toi, Étienne, vas-y. Quelles sont par exemple la scène d'humour que tu as préférée? Et vraiment le truc qui t'a fait le plus marrer dans le film, et la scène qui t'a le plus marqué en revanche, si c'est pas la même. Moi j'ai aimé le film dans sa globalité. J'ai pas vraiment eu de séquence qui m'a plus marqué que les autres. Après c'est peut-être plus des situations spécifiques, peut-être on va dire l'interaction entre Mantis et Drax. Oui, on peut parler effectivement des duos assez atypiques, entre un Drax qui est très colossal et qui fait des blagues à la con à Mantis et qui l'insulte en même temps, mais en étant franc, mais
comparé aux conventions, on va dire, de la société habituelle, ça se fait pas trop, quoi. Mais... Et quand il rencontre un dieu, lui demande s'il a bien un organe reproducteur et de quelle taille est-il. Voilà. Donc Drax qui a toujours le sens des priorités, c'est ça. C'est vrai qu'on peut dire que Drax est un des personnages qui est le plus mis en avant de l'équipe. Enfin, je veux dire, ils l'ont vraiment développé, alors que finalement c'était peut-être un de ceux les plus en retrait de l'équipe d'origine dans le premier film. Donc là, ils l'ont vraiment... Et on sent que le personnage évolue, puisque dans le premier film il était très terre à terre, très très basique. Oui. Dans son cheminement, dans son comportement. Voilà, je vais aller d'un point A à un point B. Ah ouais. Et là, on sent il avait déjà ce côté un peu pâteau, un peu, je comprends rien. Enfin, je suis justement, c'est peut-être le seul vrai personnage qui est complètement premier degré en fait. Ouais. Et du coup, qui comprend rien à toutes les allusions, enfin, du coup, des autres, quoi. Dans ce film-là, on constate qu'il s'est un peu ouvert aux autres. Il est moins enfermé que dans le premier quand il sortait de la prison de Kilin. Il est beaucoup moins renfermé, il est beaucoup plus ouvert vis-à-vis des autres. Il a vraiment fait corps avec le groupe dans lequel il est, des Gardiens de la Galaxie. Il est, ce sont ses amis, ce sont ses compagnons de voyage et tout, et il est vraiment attaché à eux. Et on sent que ça lui a permis de s'ouvrir un peu s'ouvrir tout court aux autres. De s'épanouir vraiment, de retrouver des racines. Après, on en reparlera de manière peut-être plus générale, mais c'est vrai que l'une des thématiques du film, c'est la famille. La famille, à la fois paternité, filiation, et puis aussi camaraderie, et puis lien que l'on peut créer à différents niveaux, hein, puisque on a parlé tout à l'heure, donc Peter va retrouver son père, mais voilà, donc on a le retour du personnage de Nebula avec donc la sœur de Gamora, donc les filles adoptives de Thanos, donc ça c'est un des autres duos. Après on a Groot et Yangdu, on a Rocket et Yangdu, désolé. Groot qui justement est un peu le gravite autour de tout le monde, lui. Voilà, c'est vrai. Je crois qu'on a fait le tour des principaux duos, donc Mantis et Drax. Et Star-Lord et Ego, du coup. Ego, voilà pour. Voilà. Enfin, Peter et son père Ego qui vas-y. Voilà. Peter et son père Ego qui est donc la divinité que l'on croise, qui est le premier céleste que l'on croise dans l'univers cinématographique Marvel Studios. Pour rappel, les célestes, c'est une espèce de divinité créatrice de vie et de vie et de civilisation entière à travers l'univers, et qui de temps en temps reviennent voir comment ont évolué les choses qu'ils ont créées, tout ça, voilà. Et donc là, le premier céleste autoproclamé, en tout cas qu'on retrouve dans ce film, c'est donc Ego, la planète vivante, qui s'est incarnée sous forme humaine, qui s'est incarné sous forme humanoïde pour parcourir l'espace et retrouver d'autres formes de vie et essayer de se mêler un peu aux autres formes de vie, dans un but mystérieux au départ qu'il va révéler plus tard à Star-Lord, à Peter, quand il le récupère enfin, il va d'abord lui raconter son histoire, la rencontre avec sa mère et tout ça sur Terre, pour finir par lui dévoiler le véritable enjeu de la naissance de Peter, le véritable enjeu de la nature mi-terrien, mi-divin de Peter. Et à partir de ce moment-là, le film prend un ton beaucoup plus sombre, une tournure beaucoup plus sombre, qui reste quand même marquée par des zones d'humour, hein. Oui, Par exemple, Peter qui demande un ruban adhésif à tout le monde en pleine scène de mitraille, alors qu'il est censé couvrir Groot et Rocket Raccoon dans leur trou. Et il demande, malgré le fait que ce soit purement de l'ironie de la part de Rocket Raccoon, il demande quand même de l'adhésif à tout le monde. Voilà, il demande à tous ceux qui passent pendant la fusillade, il demande du scotch ou du ruban adhésif. Voilà. Ça donne une tirade de presque 2 minutes sans musique, sans rien. Une tirade presque de 2 minutes sur ça marche très bien. Sur le fait que personne n'a de ruban adhésif sur lui et que du coup ça se passe hors caméra, hein. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en fait on a juste une scène fixe avec Groot
et Rocket, et on entend, bon en plus il y a la spatialisation du cinéma qui fait son petit effet, on entend donc Star-Lord hors caméra, hors champ, aller de personnage en personnage pour leur demander s'ils sont du scotch, alors que effectivement c'est la grosse baston de fin de film, quoi. Donc mais ça marche. Alors là j'ai trouvé cette scène notamment bien, voilà, géniale, quoi. Enfin ça fait mouche. Voilà, il y en a qui vont vous dire c'est trop long, ça aurait mieux marché, ça avait fait 1 minute. Moi je trouve qu'elle est parfaite, quoi. Et voilà, aussi je reviens sur le début du. Moi franchement je me suis pas ennuyé 1 minute dans ce film, et je trouve qu'il y a aucune scène à jeter. Je trouve pas qu'il y ait de longueur. Je peux encore comprendre qu'il y a certains moments qu'on trouve un peu longs. Si peut-être la seule petite scène que j'ai trouvée un peu longue et déplacée, c'est le moment où Star-Lord et Ego jouent à la balle. Quand il est aidé à faire former des flammes, puis après il fait jouer à la balle. C'est parce que c'est le cliché du père américain. Oui, qui joue à la non, balle, mais bien sûr. Non, moi c'est le seul truc qui m'a un peu. J'ai trouvé ça un petit peu too much. Après ça se comprend, puisque Star-Lord en part avant, il dit j'aurais aimé avoir mon père quand j'étais petit, j'aurais aimé comme tous les gamins jouer à la balle avec, donc c'est logique qu'il y ait cette scénette là. Sauf que tu dis mec, t'as 35 ans et t'es en train de jouer à la balle, quoi, enfin au baseball, mais attends d'avoir 35 ans puis on en reparle. Oui c'est ça, voilà. Peut-être, j'en sais rien, mais enfin ça se comprend, voilà, parce qu'il découvre il découvre vraiment son père pour la première fois, etc., quoi. On peut dire aussi Kurt Russell qui est parfait dans le rôle. Oui, hein. Oui, très très bien dans le rôle d'Ego, justement, dans le rôle humain d'Ego. La représentation. Voilà, dans la représentation humaine de Ego, il est vraiment très bien, parfait. Même dans les tons, les tons beaucoup plus sombres de la fin du film, quand il dévoile son véritable projet et ses véritables intentions, qui pour lui sont pures. Qui de son point de vue à lui sont purs. Oui, tout à fait, ça se comprend. Voilà, de son point de vue à lui, il a une intention très pure. Il veut apporter l'uniformisation à l'univers pour éviter le chaos, pour éviter ça montre aussi que c'est une conscience supérieure, quoi. Voilà. C'est pas, il agit pas, pour lui c'est très pur, mais comme un humain, quoi. Enfin, comme un personnage. Mais ramener à un plan beaucoup plus d'ailleurs, humain, voilà. Ramener tout ça à un plan beaucoup plus humain, donc au niveau des simples mortels qui peuplent un peu la galaxie. Mais en même temps, il semble avoir vraiment aimé la mère de Peter. Oui, c'est pour ça qu'il lui dit qu'il a fait ce qu'il a fait pour éviter de retourner sur Terre, parce que s'il était retourné sur Terre une 4e fois, il serait pas reparti. Donc je pense qu'il était sincère là, que c'était pas du tout manipulateur. Sincère. Non, du tout. Il a peut-être fait pour les autres enfants qu'il a eu dans la galaxie, mais la mère de Star-Lord, on sent qu'il l'a réellement aimé, et il le dit lui-même, et je pense pas que ce soit un côté manipulateur de sa part, comme tu dis. Effectivement, je pense que c'était vraiment sincère quand il dit que il a fait ce qu'il a dû faire à contre-cœur pour éviter d'avoir à retourner sur Terre, parce que ça lui aurait il serait resté bloqué sur Terre. Voilà, c'est ça. Il dit qu'il aurait perdu sa raison. Voilà, c'est ça. Et de toute façon là on est dans la partie spoiler, donc on peut aussi rentrer plus dans les détails de ce plan on va dire machiavélique, que j'ai trouvé, c'est relativement classique, mais en même temps je trouvais ça plutôt bien, et ça passe plutôt bien, quoi. On passe à un tout autre niveau de conscience dans les méchants Marvel. Là on passe à méchant, oui et non. Oui, non. Disons que son plan arrange personne, c'est surtout ça. C'est le plan d'Ego a une fonction pure, a une fonctionnalité, une pensée pure à la base, qui en fait sur le point de vue purement humain, purement mortel, n'arrange personne, parce que forcément personne n'a envie de se retrouver fusionné dans une conscience collective. Oui, voilà. Son idée, c'est l'expansion. L'expansion de son être, à l'ensemble de la galaxie, et des formes de vie qu'il a pu côtoyer durant ses longs voyages et tout ça, en colonisant dans chaque planète, en laissant une sorte de plante réceptacle, de graines réceptacle, et en même temps donc comme lui-même ne peut pas le faire tout seul parce qu'il n'a pas la puissance de le faire, il cherche donc à avoir un enfant, un héritier, qui puisse avec lui donc créer, démarrer cette. Il cherche un enfant ou un héritier de lui-même avec la même puissance que lui. Oui, tout à fait. Enfin, le même potentiel créatif que lui, de manipulation des molécules et tout ça pour créer des choses. Il cherche ça pour en faire une batterie secondaire à son propre pouvoir et lui permettre
d'avoir plus de jus, voilà, ni exactement, plus ni moins, hein. de se répandre dans l'univers de plus en plus, oui. Donc c'était voilà, c'est un plan très basique finalement pour une créature qui est très à la fois sur un plan très supérieur de pensée et en même temps sur un plan très basique, hein, finalement. Les formes de vie les plus basiques sont les plus finalement les plus dangereuses, les plus fortes. Donc on finit par se retrouver avec une créature divine comme ça qui veut en fait unifier l'univers connu, unifier les différentes formes de vie qu'il a connues, qu'il a rencontrées dans ses pérégrinations à travers l'espace, mais sous le joug de son esprit collectif, en gros. Oui, oui. Voilà, c'est un colonisateur, c'est ça, ni plus ni moins. Et mais lui il pense faire le bien en faisant ça. Il pense apporter l'ordre et l'harmonie dans l'univers à la place du chaos et de la dissension. Et en fait il se rend pas compte qu'il supprime l'individualité en faisant ça, parce que lui il est sur un point de vue supérieur, il a un point de vue, il regarde les choses de très haut, bien sûr. Il regarde les choses de très haut, il est sur un point de vue très supérieur, comme donc il comprend pas comme on regarderait des fourmis. Oui, voilà, c'est ça. Ou autre, il comprend pas les préoccupations individualistes de chaque espèce, de chaque être qui oui, c'est vrai qu'il a du mal à comprendre, puisqu'il essaie vraiment de convaincre Peter, mais justement il comprend pas au moment où Peter se rebelle contre lui, finalement, quoi. Bon, en même temps il a cassé son Walkman, hein. C'est pas faux. Et aussi, il est à l'origine de la mort de la mère de Peter. Donc c'est surtout vraiment le point de départ qui l'énerve. Désolé, c'est la goutte d'eau qui déborde. Moi, je pense que. Moi, j'ai trouvé ça bien trouvé. Pour reprendre la question que j'avais posée à Étienne tout à l'heure sur la scène. Je vais te la poser. La scène d'humour qui m'a le plus marqué, je pense que ça doit être. Je sais pas, il y en a tellement, mais il y a. Oui, il y a tellement de scènes d'humour différentes qui m'ont fait exploser de rire dans le cinéma. Voilà, c'était génial. Il y a plein de choses, mais si je devais une qui me saute à l'esprit d'un seul coup, c'est quand ils font le saut dans l'espace, les sauts spatiaux à bord du vaisseau des Ravageurs pour rejoindre Peter et son équipe sur Ego, justement, où ils se retrouvent. Ils font des bonds en fait, voilà, dans cette espèce de trou de verre en fait pour aller plus vite que voyager de manière classique. Ouais. Et ils se retrouvent déformés parce qu'ils font un trop gros nombre de sauts par rapport à ce qui est humainement supportable, et du coup ils se retrouvent déformés dans plein de. Enfin bref, je crois que c'est 7 sauts secondes, et là ils en font 40 à la seconde. C'est ça, voilà. C'est ça. Ils s'en prennent. C'est 7 sauts secondes, la moyenne supportable pour un humanoïde, une créature vivante, et ils en font 40 à 52, je sais plus. Sur un total de 700. Voilà. Et c'est vraiment, ils se retrouvent déformés, enfin, dans des proportions. Visuellement, c'est très fort. Là, tu vois Rocket qui ressemble à Scratch de l'âge de glace, avec les gros yeux, le museau complètement déformé. Voilà, enfin, tu sens que les animateurs se sont vraiment éclatés, quoi. Ah oui, complètement. Les animateurs se sont vraiment éclatés sur cette scène-là. C'était vraiment génial. Comme on peut faire, vous savez, c'est des photos où on va se déformer pour se faire prendre des visages. Après, le moment qui m'a la plus émotive. Le moment qui m'a le plus marqué, c'est le moment le passage où Ego parle à Peter de sa raison d'être, justement de son plan et de pourquoi il est retourné sur Terre plusieurs fois, parce qu'il aimait sincèrement la mère de Peter. Et ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est le passage où il lui dit textuellement: c'est pour ça que j'ai dû implanter la tumeur dans la tête de ta mère, pour éviter de devoir revenir sur Terre une 4e fois, sinon j'aurais perdu ma raison de vivre. Sachant que c'était déjà un ressort émotionnel très fort du premier film. Voilà. Et là on découvre pourquoi vraiment. Et à partir de ce moment-là, Star-Lord, Peter se rebelle. Et alors tu vois, il y en a justement qu'on reprochait, qu'on dit mais il est bête Ego, pourquoi il dit ça? Mais lui, voilà, quand il dit ça, c'est aussi de sa perception c'est pas qu'il est bête, c'est qu'il a un point de vue supérieur, de conscience supérieure, voilà. Et c'est naturel de le dire. Il se dit pas que ça peut lui nuire. Puis de toute façon, il est dans un état d'esprit où que Peter l'aide volontairement ou pas, il lui servira de batterie, c'est tout. C'est à la fois son descendant, mais c'est aussi surtout une batterie, c'est pragmatique. C'est très pragmatique, c'est surtout une batterie de secours pour l'aider à se répandre partout dans l'univers. Parce qu'il faut dire aussi que Peter est l'unique qui a survécu, qui a eu son pouvoir, parce que tous ses autres enfants, il les a tués parce qu'ils ne servaient pas de batterie. Voilà. Et même à un moment, c'est Nebula qui tombe sur la... Nebula et Gamora qui tombent dans une grotte. Sur une crypte où en fait il a empilé tous les cadavres de ses enfants.
Et voilà quoi. Bah, sur la fosse commune. Hein, voilà, dans une fosse, ouais. Ni plus ni moins. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, justement, on peut peut-être parler du personnage de Yong-doo, qui est à la fois donc père adoptif, qui se révèle, enfin entre guillemets père adoptif. Ouais. Sa grande réplique, c'est on peut avoir plusieurs pères, mais on n'a qu'un seul papa. Ouais. C'est quand il parle à Star-Lord et qu'il se sacrifie pour lui. Voilà, il lui dit on peut avoir plusieurs pères. Voilà, j'ai été un père adoptif. T'as eu ton père, Ego, voilà le vrai père. Mais on n'a qu'un seul papa, celui qui nous élève vraiment et tout ça. Et pour Star-Lord, ça a été Yondu. Du coup. On peut donc juste expliquer le lien. En fait, c'était Ego qui mandatait Yondu pour récupérer ses descendants. Voilà, pour aller chercher ses descendants et les lui apporter. Et quand en fait Yondu a compris ce qui se passait vraiment. En fait, il a caché. Enfin, finalement, il a gardé Peter, il l'a caché. Ce qui lui a été reproché, notamment par les autres ravageurs. Donc, c'est pas ça qui lui est reproché. Ce qui est d'avoir fait du trafic d'enfants, c'est d'avoir fait du trafic d'enfants. Oui. C'est pas d'avoir gardé Peter. Si aussi. Bah aussi. Parce qu'il choisit toujours Peter plutôt que son équipage. Mais parce que pour moi, alors c'est vrai que c'était reproché vraiment d'avoir fait du trafic d'enfants. Oui, mais d'avoir embarqué, mais aussi d'avoir embarqué un enfant dans les combines des ravageurs et utilisé, parce que c'est ce qu'il dit. Il dit le code des ravageurs nous, entre guillemets, nous interdit d'utiliser des enfants. Quoi. Voilà. Et du coup, comme il a gardé Peter, il l'a justifié en disant bah il est petit, donc lui il va pouvoir aller dans des endroits que nous on ne peut pas atteindre. Donc il a vraiment entre guillemets aussi formé Peter là-dessus. Certes, c'était pour le protéger, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, c'est bien, voilà. bien sûr, ouais. Il lui reproche deux excuses, l'une qui est totalement rationnelle et l'autre. Non mais c'est bien, enfin ça fait le lien, c'est vrai, avec le premier film où on voit. Alors Yondu prend aussi donc plus d'importance dans ce second film. Il a encore une belle scène comme dans le premier avec sa flèche. Oui. Il a une très belle et très longue scène avec sa flèche sa flèche volante qui obéit à ses sifflements. Il est mortel ce voilà, il a une très belle et longue scène avec Rocket Raccoon avec cette flèche à bord du vaisseau et tout ça. Voilà, on sent que c'est vraiment une arme terrible entre ses mains à lui, en tout cas entre ses lèvres à lui, c'est vraiment une arme terrible. Après, il y a une scène post-générique, je crois, où on voit l'héritier de Yondu, l'héritier spirituel ou technique comme vous voulez de Yondu, son bras droit qui s'essaye à maîtriser la flèche et qui sans le faire exprès plante la flèche dans le cou de Drax et du coup qui se barre en vitesse avant que Drax le chope quoi. C'est clair. À mon avis, il va passer un sale quart d'heure. Voilà. Alors pour la petite anecdote, ce personnage qui était déjà dans le premier Gardien de la Galaxie, et d'ailleurs qui provoque en fait la rébellion des ravageurs, la mutinerie, la mutinerie, voilà, exactement, d'une partie donc de l'équipage des ravageurs. C'est le frère de James Gunn. D'accord. Et c'est lui qui fait aussi la motion capture de Rocket Raccoon. D'accord. Voilà. Donc finalement, et c'est vrai que c'est aussi un des personnages secondaires pour le coup qui a bien été développé du coup. Ouais, et qui est plutôt sympa. JB, voilà, est-ce que tu veux rebondir sur tout ça, sur quelle est ta séquence préférée du film, moment drôle, moment émouvant? Alors drôle, il y a deux moments drôles, je trouve. De toute façon, je pense que d'un point de vue général, on est d'accord. Tous les passages avec Groot, avec le mini Groot, sont mortels. Groot et Rocket aussi. Voilà. Mais tous les passages où intervient le petit Groot sont. Ça, c'est vraiment mortels. Du génie. Honnêtement, je pensais pas qu'ils allaient garder Baby Groot pendant tout le film, ou même pour le film. Mais comme en fait il faut, alors d'un point de vue temporel, il faut expliquer que le film se passe seulement quelques mois après, c'est-à-dire on est toujours dans la même année, c'est toujours 2014. Oui. Puisque c'est expliqué au début du film, comme on a le flashback pour voir donc le père 1980, voilà, en 1980, et après c'est marqué 34 ans plus tard, et le premier film se passait en 2014. Donc c'est une affaire de semaines ou de mois, mais on voit que c'est très peu de temps après. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est que les scènes avec Groot du coup ont bien fonctionné, y compris la scène post-générique où on le voit adolescent. Voilà, le Groot adolescent qui est un peu émo et centré sur ses jeux vidéo et qui bouge pas de sa piole.
voilà, et qui se fait reprocher ça par Star-Lord en lui disant mais il y en a marre, on trébuche sur tes racines partout dans la... Tu pourrais ranger, on trébuche sur tes racines partout dans le vaisseau spatial, et tu pourrais ranger, tu pourrais arrêter d'être sur ton jeu vidéo tout le temps aussi, voilà. Bref, le Groot adolescent est aussi tout à fait génial, quoi. C'est le prochain qu'on aura. C'est le prochain, j'espère, ouais. C'est le prochain, j'espère également qu'on aura. En tout cas, il grandit vite, le Groot. C'est déjà ça, il grandit. Il a une zone de croissance par bon, voilà. Ouais. Par bon. En tout cas, il grandit vite. Mais je pense qu'on peut aussi parler du fait que c'est un film qui a énormément de scènes post-génériques. Il y en a 5, il me semble, au total. Là où d'habitude, on est habitué à en avoir une à la fin du générique animé et une à la fin du générique normal, ce qui nous en fait 2 au total. Une à la toute fin du film et une à la fin des génériques animés en général de la première partie du générique, donc ça en fait 2 maximum. Là on en a au moins 5 pour ce film là. C'est énorme. Je retrouve 4, je retrouve pas la 5e, mais ça doit être quelque chose comme ça. On en a 4 ou 5 pour ce film là, c'est énorme du coup. C'est à dire que tout le générique est implanté de scènes post génériques et je trouve que c'est vachement sympa. Oui. C'est une façon de se marrer encore plus. Ah si, tu as raison, 5. Oui. Voilà, une façon de se marrer. T'as la flèche. Ouais. Tu as l'adolescent Groot. Ça y est, maintenant je vais pas savoir les dire. Tu as la fille jaune là qui montre sa création là. Mm-hmm. Qui dit le conseil, je vais les impressionner. Ah non, oui, pas la fille dorée, oui, les souverains. Voilà, le nouveau méchant. Qui crée Adam Warlock. Ouais. Voilà, et il m'en manque 2 du coup. Mais Stan Lee qui parle à des mecs en bleu. Voilà, c'est ça, les gardiens. Et la dernière, je ne l'ai pas retrouvée, mais... Voilà. Si tu l'avais retrouvée tout à l'heure. Mais... Je l'avais retrouvée, mais elle est repartie. Bon, en tout cas, on en a 4 sur... On en a 4 sur... Peut-être 5, mais en tout cas, c'est un nombre énorme de scènes post-génériques. Il y en a 5, oui, la 5e, on l'a pas retrouvée. Bon. C'est avec Stallone, vous l'avez dit ? Ah oui, c'est avec Stallone. Si, exactement. Voilà, comme tu dis, Thomas, il y a la scène avec Stallone et les grands capitaines des Ravageurs qui rendent hommage à Yondu une dernière fois par un... On va faire un petit braquage. On fait un petit braquage pour rendre hommage à Yondu une dernière fois, quoi. Donc c'est cool. Donc voilà, donc c'est un film qui est vraiment dans la marade jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment jusqu'au bout, même jusque dans son générique, qui est vraiment gangréné de scènes post-génériques hilarantes chacune à sa façon. Et c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est vraiment un côté cool de ce film, qui joue avec le public, qui joue avec le fait que voilà, t'attends les scènes post-génériques et là t'en as plus que d'habitude pour t'amuser, pour bien te marrer. Donc je trouve que c'était vraiment une bonne idée. Après voilà, JB, toi, si t'as une scène d'humour qui t'a marqué le plus dans le film. Alors il y en a 2, moi, c'est la scène extrêmement lourde où je sais plus comment elle s'appelle, la fille qui détecte les sentiments. Mantis. Mantis dévoile l'amour fou de Peter pour Gamora, ouais. De Peter pour Gamora, et Drax qui se moque littéralement de lui, et du coup qui demande à Mantis de le toucher à nouveau, et Mantis qui se met à exploser de rire aussi, quand on rajoute une couche en disant qu'elles ont foutu la honte à Star-Lord. C'est justement, moi, c'est cette lourdeur là qui m'a fait rire. Enfin, j'ai manqué, je sais pas. Il y avait 5 minutes après, je ne sais pas ce qui s'est passé 5 minutes après ça. J'étais éclaté de rire. Et celle aussi avec l'œil, où le mini Groot ramène l'œil encore en référence au premier. Ouais. C'est vraiment les 2 scènes qui m'ont fait le plus rigoler. Et la scène qui t'a le plus marqué, en revanche, pas forcément celle fait rigoler, qui m'a mais le plus marqué, c'est quand quand Nebula affronte Gamora. Et que elles s'expliquent plus ou moins dans un combat, et elles sont toutes les 2 bien HS, surtout Nebula et Gamora qui lui dit mais moi tout ce que je voulais quand on était sous notre père adoptif, c'était survivre un jour de plus, et pour ça il fallait que je sois la plus forte. Et Nebula qui lui répond moi tout ce que je voulais c'était une sœur. Et là c'était beau, ouais. C'était le moment, moi je trouve, c'était parce que tu vois la méchante qui au final a toujours été méchante toute sa vie, mais en fait elle avait derrière elle juste des intentions louables, quoi. Encore une fois, besoin d'une famille, puisque le thème du film principal c'est la famille. Et là justement, c'est là que quand j'avais lu ton article, j'ai tout retrouvé exactement. Et c'est vraiment moi
ça m'a marqué vraiment, c'est pour le personnage. C'est le personnage qui a vraiment bon fond, mais par la force des choses est interprété comme étant quelqu'un de mauvais, de méchant. Tout ça parce qu'au final, il y a un incompris, quoi. Après, je me dis que ça va faire sacrément du monde pour se bousculer à aller tabasser Thanos quand même à la fin. Ça va faire un peu de monde. Surtout que Nebula, elle est partie pour aller, lui mettre cher. Ça va faire un peu de monde. Il y a Drax qui veut tuer Thanos, il le dit à la fin du premier film. Il y a Nebula qui veut se le faire. Il y a Gamora qui veut se le faire. Il y a les Avengers, Iron Man, tout ça en tête qui vont vouloir se le faire. J'ai envie de dire, il faut au moins ça. Il y a Adam Warlock qui va débarquer, qui va vouloir se le faire aussi. Alors en fait, justement, à propos d'Adam Warlock, je pense qu'on va finir le tour de table sur les scènes qui nous ont marqué, etc. Mais après, je vous propose, messieurs, on aura fait à peu près le tour. Parler de la musique aussi, pensons-y, et éventuellement d'extrapoler un peu sur ce que pourrait être le futur le futur troisième épisode ou le futur dans les Avengers, puisque la prochaine fois qu'on verra les Gardiens, ce sera dans les Avengers 3, du coup, du personnage de Adam Warlock. Parce que moi la question que je me suis posée, mais du coup on va peut-être la garder pour plus tard, c'est est-ce que Adam Warlock on le verra dans le Avengers ou est-ce qu'on le verra dans le troisième Gardien de la Galaxie? Voilà, ça c'est la question, sachant que là il va se passer un gros bond dans le temps, puisque ils ont dit que les Gardiens 3 se passeraient après donc Avengers. Voilà, donc du coup je me dis chronologiquement ça serait plus logique de retrouver Adam Warlock dans les... Il est fini d'incuber, quoi. Voilà, sachant que donc voilà, il se passera quelques années. En même temps, ça serait, si il reste logique avec les comics, il devrait avoir une pierre d'infinité. Ouais. Et puis normalement la dernière qui nous manque, puisqu'on en a à ce jour 5 sur 6. Et donc Adam normalement c'est un des mecs qui peut mettre une rouste, ou en tout cas tenir tête plus ou moins à Thanos, quoi. Mais là, vu comment ils nous le vendent à la fin du film, ce serait plutôt le prochain ennemi des Gardiens. Donc moi personnellement je pense que vu comment ça va se passer, ce sera un personnage central d'Avengers, d'un des Avengers qui sera lié au Gardien. Comme Vision, quoi. C'est un peu comme le Vision des Avengers qui aurait sa pierre d'infinité en lui, et voilà. Ouais, peut-être. Moi la question qui me turlupine, c'est quand même de quelle couleur sera Thanos? Il est violet. On l'a vu dans le premier Avenger. Non, pas dans le premier. Dans le premier Gardien de la Galaxie. Il me semble que le premier était rouge, non? Oui. La première fois qu'on l'a vu, celui qu'on voit à la fin d'Avengers, dans la scène post-générique, à la fin d'Avengers, il est pourpre, il est vraiment rouge. Et après, il est bleu. Voilà, et après, il est violet. Limite rose. Il est violet plutôt. Il est violet-bleu. Voilà. Ouais. Théoriquement, il est bleu-violet, quoi. Ouais, mais il va peut-être encore changer de couleur. Il est vraiment. Normalement, il est vraiment violet. Je propose qu'on lance des pronostics. Non, après, il porte une armure d'or, ça c'est classe quand même. C'est quand même vachement classe. Donc JB, je pense qu'on avait fait le tour de tes allons-y, à toi Thomas. Thanos, attends, Étienne, non peut-être Étienne, c'est bon, c'est fait. Ah bon, pardon, Donc à toi, quelles sont tes à toi scènes Thomas, on est tous suspendus à tes lèvres. C'est dur à dire parce qu'il y en a tellement. J'avouerai, je dirais... Merci Thomas, donc passons à la suite. Enfoiré. Bon, je vais couper, comme j'ai la table de mixage, c'est moi qui vais couper ton micro pour que tu la fermes. Ça y est, on a perdu JB. Drax m'a tout appris. Voilà, le défibrillateur, sortez-le. Alors non, moi il y en a plusieurs. Je vais essayer de faire un peu le tri. Ça va sûrement faire écho aussi avec ce que vous avez dit. Moi j'ai adoré la scène d'introduction quand pas celle la toute première qui est dans le passé, mais celle quand on retrouve les gardiens qui sont à affronter un poulpe gigantesque. Et alors là c'est la foire. Dès le début c'est la foire entre le générique qui est absolument génial avec Baby Groot qui met la musique, et en fait un petit peu comme la scène dont on parlait tout à l'heure du scotch à la fin du film. Là vous voyez Groot en train de se dandiner sur la musique, qui est en plus une musique qui est très connue, très célèbre, et parallèlement à ça en fait vous avez le combat en arrière-plan mais flouté, et du coup vous voyez tous les personnages apparaître et tout. Cette scène est absolument géniale, et vraiment. Ils disent tous un petit mot à Groot, hein. Ouais, voilà quoi, et c'est terrible quoi. C'est-à-dire que je me suis dit ça y est, il s'est passé 2 ans et demi depuis les derniers depuis le premier film. Ça y est, c'est comme si c'était hier, et
j'avais le sourire aux lèvres. Bon, c'est pas une séquence où on rit aux éclats. C'est la séquence générique en fait. Mais oui, c'est la ça. séquence du générique. C'est ça. Et Mais ça qui est génial, la quoi. barre très haut. Hein. Et c'est peut-être quelque part aussi ce qui peut être décevant parce que la chute derrière est quand même assez violente. Hein. La barre est très très haut dans ce générique. Oui. Et quand on retombe derrière, en fait, on retombe dans une histoire un petit peu plus basique des gardiens. Après, faut accuser avancer un peu la dans chute, quoi. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça part vite aussi. Ouais. Du coup, il y a la scène où Drax se fait avaler par le poulpe et le taille à l'intérieur en se bidonnant en rigolant comme un gros débile, mais c'est juste génial. Et c'est vrai que déjà là aussi ça marque le fait que le personnage va prendre de l'importance. En plus, j'ai bien aimé, il y a vraiment plein de petits clins d'œil au premier. Ça commence avec ça puisque Drax dans le bide, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, il est dans des espèces d'intestins jaune fluo. Ça fait penser au premier film quand ils sont sur nulle part et qu'il tombe il se fait maraver la gueule par Ronan et que Ronan le fout dans un bac plein de liquide jaune et tout ça. Et voilà, c'est exactement la même couleur, donc c'est clairement une référence. Parce qu'il est vraiment rempli il est recouvert, quoi. Et donc ça, cette séquence, elle est géniale. C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié dans l'ensemble tout l'humour lié à Drax. La scène où ils sont dans les astéroïdes qui se téléportent, qui est absolument génial et qui est un gros clin d'œil à Star Wars forcément, et la séquence des chaînes d'astéroïdes où ils sont en train de se disputer et en même temps t'as Rocket qui fait attention Quill, tu vas avoir un petit truc chaud et humide sous ton oreiller. L'autre il fait quoi, tu vas pas me laisser une petite crotte? Il fait non, mais Drax il va t'en laisser une. Et l'autre il dit oh j'en fais des énormes et tout. C'est colossal, c'est con, oui, des colossales, oui, puis genre très fier de lui et tout, quoi. Et tu dis alors là typiquement humour pipi caca, mais que je trouve qui marche à fond les ballons. Voilà, bon, après il y en a sûrement des tonnes d'autres. Celle qui m'a fait le plus rire, c'est dans la séquence où Groot amène tous les objets et quand il ramène le pouce coupé, mais j'en pouvais plus, quoi. J'étais là, j'ai du mal à m'en remettre, hein. Vraiment, c'est génial. Moi, c'est ce genre de comique de répétition, de situation, mais qui marche vraiment très bien, avec le pouce aussi d'un des ravageurs qui dort et qui a le pouce dans la bouche. Il y en a qui trouveront ça débile, je trouve ça, ou téléphoner, moi je trouve ça très drôle. Toutes les blagues avec Taserface, c'est quand il se fout du leader de la mutinerie, chef des mutins, ouais. Qui a effectivement un visuel en plus assez marquant. Il fait un peu penser aux Klingons dans les Star Trek. Je ne sais pas si le clin d'œil est aussi voulu. Donc voilà, il y a plein d'humour méta comme ça, à la fois aux comics Marvel, aux univers Marvel, mais aussi à la pop culture en général. Les délires avec David Hasselhoff et tout le tintouin. Oui, voilà. Cette fois-ci, c'est plus Kevin Bacon et Footloose, c'est David Hasselhoff chez K2000. C'est ça. C'est la référence de Star-Lord, donc c'est génial. Mantis aussi, hein, qui est un personnage qui fonctionne bien et qui est très drôle donc en duo avec Drax. T'es dit je peux caresser le petit chien qui manque de se faire bouffer la main par Rocket. Voilà, la séquence avec les ravageurs où Rocket fait plein de pièges, ça fait un peu penser à un moment j'ai raté l'avion, sauf qu'il a tout prévu et puis les mecs se font défoncer, puis c'est très visuel et très cartoon, hein, de ce point de vue là. Voilà, tu l'as dit tout à l'heure, la séquence visuelle quand ils font les bons, ça marche du tonnerre. Il y a énorme, le film est de toute façon truffé la scène qui t'aurait le plus marqué. Alors, la scène qui m'a le plus marqué... Pas forcément pour son humour. Oui, justement, plus émotionnellement, c'est le moment... encore une scène avec Mantis et Drax, quand en fait, il parle de sa femme et de sa fille, plus particulièrement de sa fille. Et donc, Drax, c'est le mec bourru qui montre jamais ses sentiments. Et puis, de toute façon, ça fait à la fois partie du caractère du personnage, mais aussi, je pense, de sa race extraterrestre. Et du coup... il en parle presque, on va dire normalement. Bon, on voit qu'il y a une certaine émotion, mais qui est juste à fleur de peau. Et donc Mantis, qui est empathique, donc qui peut ressentir les émotions, voire influer un peu sur eux, touche Drax et du coup se met à fondre en larmes, quoi. Et puis du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une très très belle scène parce que ça montre vraiment en fait toute la tristesse du personnage de Drax, et en même temps
sent le lien qu'il partage avec Mantis, et voilà, il y a aussi énormément de scènes drôles d'ailleurs, hein, puisque entre Drax et elle, puisque il dit qu'elle est moche tout le temps et qu'elle est vilaine, et il y a un moment où en gros il manque de vomir parce qu'il s'imagine coucher avec elle, et il dit non, je peux pas, non vraiment t'es gentil, je t'aime beaucoup, mais non clairement pas, et voilà, le truc à la fin, complètement... il dit quand même qu'elle est belle, hein. Ouais, non mais vrai, je pense qu'il y a vrai... tu es belle, il marque un temps puis il dit de l'intérieur. mais il y a une vraie complicité vraiment qui s'est créée entre deux. Vraiment, et je trouve ça bien. Enfin, je sais pas après vers quoi ça va tendre justement dans le prochain film. Mais des petits Draxou. Je sais pas, honnêtement je sais pas si ça va tendre vers une histoire sentimentale, si ça peut le faire ou pas, mais en tout cas le duo marche vraiment du feu de Dieu. Alors que justement Mantis, pour moi, c'était un personnage que je connaissais par rapport aux comics et que j'attendais énormément. Bon, je savais pas quoi m'attendre, voilà, puisque je connaissais rien du film. C'est vrai qu'elle est relativement différente parce qu'elle est dans les comics, elle est télépathe, et en fait elle a beaucoup plus d'interactions avec Star-Lord, au point où elle est quasiment bon, il y a Rocket qui a ce rôle de bras droit, mais Mantis, si vous voulez, si Rocket est le bras droit, Mantis c'est le bras gauche, quoi. C'est vraiment elle fait partie avec vraiment Star-Lord qui est leader. Elle est limite plus importante, Mantis est plus importante que Gamora par exemple dans les comics, donc voilà, et il y a toute cette relation aussi avec Star-Lord. Donc là c'est vraiment un personnage qui est très différent du comics, mais qui marche très bien. Et alors, c'est pas vraiment Cocorico, mais sachez que l'actrice dont j'ai oublié le nom, enfin parce qu'elle a un nom vraiment très très particulier, est une canadienne ou québécoise, qui est née d'une mère coréenne mais d'un père franco-russe. Voilà, donc apparemment elle parle aussi français, enfin dans la VO apparemment elle a un fort accent français, qu'ils ont gardé pour le côté un peu exotique, alors que nous ils lui ont, la doubleuse française a un côté justement un accent plus asiatique. Oui. Qu'ils ont gardé, quoi. Donc voilà, ça marche plutôt bien. C'est l'une des scènes les plus émouvantes. Je suis assez d'accord avec toi aussi pour rapport à la scène de Nebula et de Gamora. C'est aussi plutôt sympa. La mort de Yondu, même si elle est assez classique, j'ai envie de dire, je l'ai trouvé peut-être moins bien mise en scène. Ça fait aussi écho au premier, où Peter sauve Gamora. Ouais. Et que Yondu le récupère juste à temps avant qu'il finisse congelé dans l'espace. Très belle scène. Voilà. Et là tu te dis peut-être qu'il va se passer la même chose, peut-être que quelqu'un va le récupérer avant. Et en fait non, voilà. C'est bien, ça, Yondu meurt congelé dans l'espace comme ça, et je pense que c'est bien. Peter. Ouais. Oui, c'est bien que ça se finisse comme ça. Mais c'est dommage parce que le Yondu est tellement un personnage énorme. Et que ce soit de cette façon-là qu'il récupère ses galons de grands capitaines auprès des autres ravageurs, des autres capitaines ravageurs, tu sais, avec Stallone et les autres qui se ramènent à ce moment-là pour lui faire le grand hommage, alors qu'il lui avait dit précédemment dans le film que jamais de la vie il aurait l'hommage suprême des ravageurs de partir avec les flammes c'est un peu le délire, les flammes de l'honneur et de Valhalla, ou je sais pas quoi, je sais pas si donne pas ce nom-là exactement, quoi. Donc, il lui avait dit que vu ce qu'il avait fait avec les gosses et tout ça, jamais il aurait l'occasion de connaître la dernière envolée d'un ravageur. Il ne nous a jamais déçus, et tout. Et finalement, donc il a vraiment. C'est bien parce que ça fait c'est un peu cyclique en fait. Oui. De dire tu dois être prêt à tout pour les personnes que t'aimes, et voilà. Après voilà, j'ai regretté la mort du personnage en lui-même, parce que c'est vraiment un personnage, un de ceux que j'appréciais le plus, et qui avait une putain de classe avec justement sa flèche, et je trouve qu'il aurait vraiment eu sa place dans l'équipe. En fait, sachant que c'est un clin d'œil, puisque Yondu, le personnage de Yondu est de la première équipe des gardiens dans les comics. D'ailleurs, il récupère la crête qu'il avait à l'origine. Et de toute façon, il fait partie de la deuxième équipe, hein, puisque Groot lui dit bienvenue dans les gardiens de la galaxie, dans ces bâtards de gardiens de la galaxie. Ouais, il nous a traités de
bâtard. Ouais. C'est Et génial. Rocket dispute Groot. Hein, C'est parce génial. que, Ah oui, il y a il aussi. faut qu'il surveille son langage. Il y a aussi une scène que j'ai adorée, c'est la scène vers la fin où ils sont justement, ils sont tous ensemble, c'est l'apocalypse avec Ego, et tu sais t'as une scène un peu à l'Avengers où t'as la caméra qui tourne, Oui. et t'as Mantis qui est justement en train de canaliser, essayer de calmer Ego, et t'as un truc qui lui tombe dans la gueule, et du coup elle lâche son emprise sur Ego, et j'ai trouvé que ça marchait trop bien quoi, parce que c'est genre la scène super classe où ils sont tous avec la putain de pose de bâtard, et puis genre t'as le truc qui est fait avec la musique épique et puis là je bing et là et ça arrête tout, et C'est ça casse tout. vrai que ça rappelle les Avengers là, le 2 Oui. je crois, où il commence. Ah bah même et, le premier hein, je pense que c'est même une espèce de à la fois de clin d'œil et de parodie, clairement du plan c'est ça, on voit la caméra qui tourne autour de chacun des personnages, puis après on a un plan global où on voit tous les personnages, et puis t'as ce petit rocher qui tombe sur sa tronche. Et on a le. Ça c'est génial. J'étais comme ça dans le film, je sais pas si tu t'en souviens, j'étais là, je fais oh putain. Un super clin d'œil aussi, c'était celui où Ego sous sa forme humaine et Star-Lord s'affrontent à l'intérieur de la planète Ego, s'affrontent, et que Ego s'entoure de rochers pour faire une espèce de corps de méca de bataille quoi, en gros de corps robotiques, enfin pas de rocheux, corps robot, mais de corps rocheux de bataille. On voit Star-Lord commencer à réunir des trucs autour de lui, on pense qu'il va faire pareil, et quand on voit le plan général, on voit un bonhomme de terre géant qui se jette à l'assaut d'un Pac-Man en fait, d'un Pac-Man qui fait avec la musique qui se déclenche derrière et tout, et voilà. La référence de Peter, voilà, il s'est fait en... Il a un pouvoir de synthétiser les choses autour de lui et tout ça, là, il fait un Pac-Man. Voilà, il fait appel à son imaginaire, et voilà, il nous fait un Pac-Man géant. C'est vrai que j'ai trouvé ça vachement bien. Ouais. Alors, après tous ces bons souvenirs, je pense qu'on pourrait s'attarder sur l'avenir de cette que va-t-il se passer filmique. Que va-t-il se passer? De quelle couleur sera Thanos? Est-ce que Drax va changer de couleur de coupe de cheveux? Ou est-ce qu'il va avoir des cheveux? On peut juste parler. Oui, une dernière chose avant effectivement de sortir là-dessus. On a failli l'oublier. La musique. Oui. Moi, seul petit bémol vraiment que je dirais. J'ai trouvé la musique. Alors, pour l'avoir réécouté la bande son, donc moins marquante que dans le premier. Oui. Pourtant les morceaux en les écoutant un à un sont vraiment très bons, mais effectivement beaucoup moins marquantes de manière générale, hein, même le score du film. Ça s'accorde moins en fait, je sais pas comment, enfin j'ai pas vraiment mis le doigt dessus, mais en fait en écoutant la musique je suis incapable de me rappeler, je sais que je l'ai entendu dans le film, mais j'arrive pas à remettre clairement la scène qui était dessus, alors que le premier avait réussi ce tour de force d'avoir vraiment le thème de l'évasion de la prison. Tu l'avais vu plusieurs fois aussi, hein, le premier. Oui, mais peut-être, mais si tu veux, le premier, chaque morceau est absolument mythique. Et vraiment, il y a cette espèce d'alchimie où à chaque fois, c'est pas juste illustratif, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui colle parfaitement à la séquence, à la scène. Et là, j'ai trouvé ça beaucoup plus passe-partout. Alors peut-être parce que hormis peut-être donc la scène d'introduction avec le poulpe dont on parlait tout à l'heure, peut-être parce que c'est des musiques un peu moins connues, on va dire aussi, c'est vrai. Peut-être que c'est ça, donc elles sont entre guillemets un peu moins marquantes ou un peu moins reconnaissables, et du coup tu t'attends moins bien à ça. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était moins réfléchi quoi. C'est peut-être là pour moi la principale déception du film, c'est que ils ont pas réussi à refaire exactement dans le premier où tout de suite t'as la musique qui est instantanément reconnaissable et avec une séquence et l'illustre parfaitement quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Non, si, je suis assez d'accord avec toi. La musique est moins marquante dans ce deuxième volet que dans le premier. Bon, il y a les chansons de la Amazing Mix volume. Oui, Awesome Mix. C'est principalement ce dont je parlais, hein, puisque mais les musiques du film lui-même, par le compositeur du film et tout ça, sont beaucoup moins marquantes, effectivement. Parce que Marvel a jamais vraiment été ils ont très doué pour la musique, je trouve. Oui, ils ont des thèmes qui reviennent en tête quand même quand tu penses à des films. C'est pas non plus la musique qui fait leur. Non.
c'est sûr. Non, mais justement, dans le premier Gardien, je trouvais que la Oui, musique, peut-être que ça s'accordait mieux, notamment ouais. le thème. Alors, l'idée d'avoir ces chansons, comme tu dis, Florent, et puis l'idée du Walkman. Enfin, c'était vraiment illustré par rapport à l'idée du Walkman. Là, d'ailleurs, on a aussi cette petite clin d'œil à la fin, puisque comme Ouais. il perd le deuxième Walkman, il récupère un lecteur MP3 cette fois avec des centaines de musiques. 300. 300 musiques, 300 Et là, morceaux. Brute est- Et c'est un zune, quoi. C'est le truc, c'est-à-dire le L'échec podcast. commercial. Voilà, le podcast le plus pourri, enfin pas le lecteur MP3 le plus pourri du monde, quoi. Voilà, le truc de Microsoft. On dit rien, hein, c'est Non, Star-Lord mais- qui l'a. Non, mais c'est drôle, quoi. Enfin, je veux dire, c'est Ouais, ça se trouve, Voilà, ça va leur qui- permettre qui- d'en vendre à nouveau, peut-être. qui- hein. qui- Peut-être qu'ils- qui connaît, qu'ils tu vont vois, en vendre de nouveau. donc, tu vois, si t'avais eu un iPod, tout le monde aurait fait waouh et tout, et là ils sortent un Zune, donc c'est l'iPod du entre guillemets du pauvre, quoi. Je pense que c'était aussi peut-être pour garder l'aspect décalage. Il a un Walkman Oui, bien alors sûr. tout le monde, et voilà, après le Zune, on se dit il va avoir un nouveau truc, oui, il a une upgrade, mais pas si terrible que ça. quoi. Bien sûr, il y a toujours le côté un petit peu ringard, un petit peu voilà, décalé, quoi. Donc qui convient parfaitement à la tonalité du film, quoi. Mais donc, Je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont dit mais c'est quoi un Zune, quoi. mais complètement. Mais justement, on peut en revenir à l'avenir. Allons-y. C'est ça, puisque 300 titres, que va faire Star-Lord de ces 300 titres? Bah, on est parti pour 300 films, hein, moi je pense. Allez, une dizaine par film, 30 films. Non, enfin voilà, c'était sympa, c'était un super clin d'œil, je trouve, au niveau, voilà, comme tu dis, Étienne, exactement, c'est ça, c'est le côté, on s'attend à ce qu'il y ait une upgrade, mais elle est pas si terrible que ça finalement, donc c'est assez dommage. Enfin, c'est dommage pour lui parce qu'il le sait pas. Pour lui, ça le contente très bien. Oui, bien sûr. Non, mais pour nous, il passe pour nous, d'une bien cassette sûr. audio à un truc qui a 300 titres à l'intérieur, donc il est super content, forcément, mais bah voilà quoi, c'est un Zune, c'est de la merde. Il le sait pas. Il le sait pas encore, mais quand il va arriver sur Terre, il va. Ah bah il va se Peut-être faire que- carrément charrier. Peut-être que le troisième commencera justement avec. Alors normalement, Un autre donc truc. ce qu'on disait, le prochain film où on verra les gardiens, ce sera Avengers 3, du coup. Et j'espère que ce sera pour poutrer Thanos, parce que depuis le temps qu'on en parle, hein, j'aimerais bien le voir. Bah oui, puisque c'est Infinity War, le Ouais. sous-titre de Avengers 3. Ouais. C'est Infinity War, donc ce serait enfin la guerre avec les pierres d'infinité pour les Il serait- récupérer il et serait former temps. le gant de l'infini et tout ça. Bah, c'est pour ça que je te dis, je pense que c'est obligé qu'Adam Warlock soit là. Donc, Peut-être pas dans la première partie, mais dans la deuxième partie peut-être. bah, ça sera et ça sera peut-être l'un des liens entre, enfin, je veux dire, qui amèneront les gardiens à venir sur Terre ou je sais pas. Exact. Donc, Mm. alors c'est vrai que bon là on est dans la pure spéculation, on n'a aucune idée. De... Oui, non, à l'heure actuelle, on n'a aucune idée de comment ça va se passer, on sait pas du tout, mais on peut s'imaginer ça là, en sortant du film Gardien de la Galaxie 2. Alors c'est vrai qu'ils avaient annoncé donc un Avengers 3 en deux parties. Alors ça a un peu changé puisque en fait effectivement normalement un petit peu comme Justice League de DC va sortir, ils vont sortir deux films à 1 an d'intervalle, donc qui se feront plus ou moins suite. Mais apparemment voilà, au départ ils avaient vraiment prévu de faire partie 1, partie 2 avec limite un cliffhanger pour la suite, et là aux dernières nouvelles, ils veulent séparer vraiment, en faire deux films qui se suivent, un diptyque, mais néanmoins qui est vraiment leur unité propre et pas s'arrêter brutalement, quoi. Ouais, c'est mieux Donc ça. Hein. Moi de ce que moi personnellement de ce que j'en avais compris, c'est qu'il y avait un film qui se passerait sur Terre avec les Avengers et un film qui se passerait dans l'espace avec les gardiens, et puis qu'à un moment ou à un autre les deux se rencontrent vers la fin, quoi. Mais qu'il n'y ait pas je veux dire que les deux films ne soient pas forcément avec tout le monde en même temps, quoi. Voire éventuellement qu'ils soient séparés, qu'il y ait une partie des Avengers qui aille, je sais pas, peut-être dans l'espace, qui se disent tiens, pourquoi pas allons attaquer Thanos avant qu'il attaque la Terre ou que sais-je, ce qui leur permettrait peut-être de rencontrer les gardiens, et puis qu'après il y ait des team-up qui se forment, parce qu'il y en a qui commencent déjà à fantasmer en disant ah ouais tiens, on verra bien Iron Man avec Star-Lord, on verra bien un tel avec un tel, etc. Il y aura sûrement du teasing dans Thor 3. Puisque Thor 3 se passe dans l'espace, on devrait voir donc alors je sais plus comment il s'appelle, le personnage que va faire Jeff Goldblum, c'est pas le juge ou un truc comme ça, c'est un mec comme le collectionneur, Oui, mais c'est un autre, d'accord. voilà. D'accord, oui.
Donc il sera dans le film. On retrouvera Hulk, on retrouvera le Doctor Strange. Et donc, justement, et elle aussi, la déesse de l'enfer. Elle, la déesse de l'enfer, Valkyrie. Et donc, moi, je pense que ça peut peut-être être un lien, puisqu'on se rappelle que l'introduction des Gardiens de la Galaxie s'était fait dans Thor 2, avec donc le collectionneur qui récupérait l'éther. Voilà. Donc a priori, je suis pas sûr que le collectionneur soit prévu dans le tout prochain Avengers. Enfin, normalement, il doit revenir, mais peut-être dans le. Enfin, peut-être pas dans le tout prochain, mais celui d'après. Pour Thanos, non ? Et non, il est indépendant. Le collectionneur, il a ses propres. Il n'y a pas une scène de fin dans un des films où on voit qu'il bosse pour Thanos ? Non. Ben non. Non, il récupère les pierres pour lui-même, lui. Il veut les pierres d'infinité pour sa collection, pour lui-même. Non, il est introduit effectivement par le film Thor 2, et on le retrouve dans le premier Gardien des Galaxies. Il me semble qu'il y a une scène post-générique où il est là. Ben oui, c'est ce qu'on te dit. Thor Celle 2. où il récupère la pierre d'infinité. Il me semble qu'il y en a une autre où justement on le voit qui bosse pour Thanos. Non, il bosse pas pour Thanos. Peut-être. Lui, il bosse pas pour Thanos. Là, tu rêves. Ok. Donc, a priori, tu rêves. Et je sais pas, déjà il y en a un rouge, il y en a un bleu. Donc, ce qui paraît, on mixe les deux, ça fait du violet. Alors, ils sont peut-être trois. Bref. Donc voilà. Après, moi, c'est vrai que. Par contre, j'espère vraiment que le troisième Gardien de la Galaxie ira dans vraiment une autre direction. C'est-à-dire, là, il y avait quand même enfin, à la fois c'était nouveau et en même temps il y avait une espèce de sentiment de redite, et j'espère qu'ils partiront vraiment dans une autre direction, et notamment qu'on retrouvera peut-être ce côté plus soap opéra avec le Nova Corps, avec les différentes races aliens. Alors c'est vrai que c'est lié aussi à des choix de Marvel, puisque on a normalement on va avoir Captain Marvel, donc qui se passe aussi dans le côté cosmique. Au départ ils avaient prévu les Inhumans, les Inhumains, donc qui étaient eux aussi dans le côté cosmique, et puis finalement non, ils ont été annoncés à la télé, et donc le film a été annulé. Donc du coup c'est un petit peu dommage, parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment cette volonté de peut-être d'agrandir le côté cosmique. On peut parler donc un petit peu du personnage de Stallone. Oui. Qui joue en fait, qui est un clin d'œil en fait à la toute première équipe des donc là qui joue le chef des Ravageurs. Alors il donne son nom, mais jamais vraiment son surnom, on va dire de super-héros, qui est Starhawk, et qui fait donc partie de la toute première équipe des Gardiens de la Galaxie, avec Yondu normalement, et puis aussi des personnages comme il y a Martin X, et il y a puis il y en a d'autres, il y en a deux autres de mémoire dont j'ai oublié les noms. Donc c'est vrai que c'était la toute première équipe, donc qui est pas restée, enfin c'est assez confidentiel, on va dire. Donc là c'était un beau clin d'œil, mais clairement apparemment ils ont l'air de dire que Stallone aurait dans les prochains films vraiment un rôle plus important. Alors il y en a qui ont commencé à fantasmer, à se dire est-ce qu'il y aurait vraiment même un film centré sur cette équipe là. Je sur pense les Ravageurs, ouais, peut-être. Honnêtement, je suis assez dubitatif là-dessus, mais je pense que soit dans le Gardien 3, soit aussi dans les Avengers, ils seront de la partie, ils seront de la fête. Ça, j'y crois dur comme fer, quoi. Très bien. Bien, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. On a dû faire le tour de tout ce qui était essentiel à dire sur le film, nos impressions, nos coups de cœur, voilà. Après, on ne peut qu'espérer que la suite soit aussi bien, voire meilleure. Et en tout cas, James Gunn a dit que le troisième Gardien, ce serait son dernier. Ouais. Voilà. Après, bon. On va dire que d'ici à ce qui se fasse, puisque là il est qu'à l'état de projet, hein, il va se passer un certain moment. Donc bien sûr d'ici là, peut-être que James Gunn changera d'avis. Mais en tout cas s'il continue à garder les coups des franges comme il l'a eu là, voilà, espérons. J'ai envie de dire, on verra si le troisième conclut bien, ou si au contraire c'est un peu la chute. Mais en tout cas, voilà, pour nous, le deuxième a été vraiment très satisfaisant, et on a passé un bon moment. Oui. C'est sûr, peut-être moins marquant que le premier, puisque entre guillemets l'effet de surprise n'est plus forcément là, mais une bonne continuité, et un film qu'on recommande à tout le monde. Oui, tout à fait.
Bah, je pense qu'on a fait le tour. On peut se dire donc à la prochaine. Et puis si vous n'avez pas vu le film et que vous nous avez écouté jusque-là, on espère qu'on vous a pas totalement spoilé tout le déroulement du film. Un peu quand même. Voilà, mais oui. On a quand même évité certains rochers, mais on vous a parlé du plus gros du film, et il reste plein de scènes d'humour dont on ne vous a pas parlé et qui sont vraiment géniales. Environ 2 minutes 30 sur 2 heures. Voilà. Et voilà, donc j'espère que vous, si vous ne l'avez pas encore vu, que vous irez le voir. Si vous l'avez déjà vu, que vous irez le revoir, parce que c'est vraiment excellent. Oui. Donc allez le revoir en famille, parce c'est un film qu'on peut voir aussi en famille. C'est un film sur dans le thème de la famille. Voilà, sur le thème de la famille, et qu'on peut voir en famille, c'est important. Et voilà, donc j'espère que on vous aura donné envie de le découvrir ou de le redécouvrir. Et puis on se dit à la prochaine pour les suites, évidemment. Ouais. Bientôt Wonder Woman, bientôt dans Spider-Man Homecoming aussi. Ouais. Alors là, Spider-Man, on en a discuté avec Étienne, on n'est pas plus motivé. On a vu la bande-annonce avant Les Gardiens. Voilà, je sais pas, mais Wonder Woman, dans un mois, donc on attend. Eh bien merci, merci à tous. De rien. Mais de rien, je t'en prie. Merci Jean-Baptiste. Mais de rien, je t'en prie. Merci. C'est un plaisir. Non mais c'est bon, ta gueule. Merci Étienne. De rien. C'est un plaisir pour Étienne aussi. Voilà. Et merci Florent. Et de rien. Et donc plaisir aussi. À la prochaine. Voilà, on verra sur ce qu'on fera. Si on vous fait une émission sûrement avant Wonder Woman, le temps qu'on le voit et qu'on tourne l'émission, on vous fera sûrement une petite émission entre deux. À la prochaine. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir.